Vous l'attendiez tous ou pas, notre petite analyse sur le live action de One Piece. Alors bienvenue au comptoir japonais et on commence. Enfin une bonne adaptation d'un manga! Le 31 août dernier, Netflix a sorti la saison 1 du live action de One Piece en 8 épisodes. Cette saison retrace l'ensemble de la saga East Blue, sauf l'arc Lockdown. Intelligent car l'arc Lockdown pourrait être un très bon début de deuxième saison. Dans cette série, on va voir la constitution de l'équipage au chapeau de paille. En effet, on va voir les péripéties qui vont faire que Zoro, Nami, Sanji et Usopp vont rejoindre l'équipage avec leurs flashbacks et leurs antagonistes associés. Et on va en parler des flashbacks dans cette vidéo. En parallèle de ça, et pour créer un fil rouge à l'histoire, le vice-amiral Garp, le grand-père de Luffy, merci de spoil, pour ceux qui n'étaient pas encore au tome 45 Netflix, mais bon. On vous pardonne. Va rechercher son petit-fils après qu'il ait attaqué une base de la marine pour sauver Zoro. La carte de Grand Line fera office de MacGuffin dans la série car Arlong et Baggy sont à sa recherche. Rien à voir avec un menu chez McDo, le MacGuffin est un objet qui sert de prétexte à l'histoire et qui pousse les personnages à agir. Par exemple, dans Indiana Jones et la dernière croisade, le MacGuffin est en réalité la recherche du Graal. En avis global, pour moi la série est une vraie réussite, même si des détraqués de Twitter disent le contraire. Et pour Netflix aussi. 18,5 millions de spectateurs en 4 jours. Au point où la saison 2 a été annoncée et en préparation 15 jours après la diffusion de la première saison. Ils ont réussi à mettre sur écran One Piece. Déjà, les décors sont fidèles et cohérents avec ce qu'on a pu voir dans le manga, et ensuite ils ont réussi à retranscrire les ambiances tout en s'éloignant et en ayant une image qui leur est propre. Par exemple, dans l'épisode avec Kuro, on retrouve des codes qui sont propres au slasher. Le genre du slasher est un sous-genre du film d'horreur où un personnage très méchant tue de manière très méthodique et très sanglante les personnages très principaux un par un. Ça ajoute de la profondeur et du dynamisme au sein de ce personnage un peu fade du début du manga. Le seul défaut que je trouve en termes d'ambiance par rapport au manga, c'est Arlong et les hommes poissons en général. En effet, dans le manga, je les trouve beaucoup plus perfides et menaçants. Après, c'est pas dramatique non plus. Mention spéciale à Smack qui a raté sa chirurgie esthétique. On pense à toi, mon pote. En termes de casting et de jeu d'acteur, je trouve que c'est vraiment très bon, voire excellent. Ils prennent au sérieux la série. Mention spéciale à Kobe qui crève littéralement l'écran. On arrive à croire à cet univers de pirates avec des fruits du démon, des monstres marins et d'autres personnages hauts en couleur alors que c'est de la prise de vue réelle. Et ça, c'est surtout grâce au travail des acteurs. Et beaucoup de choix vont dans ce sens également. Baggy dans un cirque. C'est vraiment une idée de génie. Je maintiens. J'ai bien aimé le lien qu'ils ont donné à l'univers de One Piece, parce que dans le manga, souvent les personnages ils débarquent sur une île, ils battent le méchant, et après ils s'en vont pour de nouvelles aventures. En avant les histoires. Au début du manga, il n'y a pas beaucoup de liens entre les arcs, et les pirates n'interagissent vraiment pas souvent entre eux. Petite exception pour Alvida et Baggy dans le manga d'origine. Et j'ai trouvé super intéressant de voir des interactions entre Baggy et Arlong, et surtout que l'on voit l'influence d'Arlong dans le milieu des pirates, surtout lorsque l'on connaît son plan de domination de tous les océans dans le live action. Petit truc que j'ai bien aimé, c'est l'adaptation du logo selon le personnage central de l'épisode. C'était très cool. Inutile, mais sympa. Les musiques sont super cool et habillent vraiment bien l'ambiance globale de la série. Ah, m'en demandez pas plus pour les musiques, hein. J'ai pas l'oreille musicale, j'y prête pas forcément attention. Ah bah tout le monde ne peut pas être champion interdépartemental de blind test, ouais. Mention spéciale pour le Binks no Sake. C'était vraiment un moment horrible à vivre, pardon. De toute façon, la série est bourrée de références à l'œuvre de base et je vous invite à aller voir la vidéo de Sofiane qui recense l'intégralité des références dans la série sur une vidéo de 20 minutes. Eh bah à ce rythme-là, on va faire payer nos pubs. Et je sais que ça fait beaucoup d'interventions, mais je fais ce que je veux. J'ai beaucoup aimé le soin qu'ils ont apporté à certains détails, notamment par exemple l'introduction de Zoro qui se fait lorsque le Baroque Wars veut le recruter avec l'apparition de Mr. Seven. Dans le manga, c'est juste une bulle qui arrive à un moment un petit peu random. J'ai kiffé. Ça prépare la suite tout en donnant une introduction badass avec un combat au personnage de Zoro. Autre détail intéressant, l'histoire que raconte Nami lorsque Zoro est en convalescence après sa défaite humiliante face à Mihawk, et bien cette histoire aura de l'importance dans les arcs à venir. Le flashback sur Mont Blanc-Norland, le roi des menteurs, il est... Ça montre qu'ils ont vraiment pris au sérieux leur univers, qu'ils ont compris sa richesse et qu'ils ne se sont pas seulement limités à la première saga et qu'ils sont allés voir un petit peu plus loin. J'ai kiffé. Pareil, lorsque Morgan dit avoir capturé le capitaine Kuro de l'équipage du Chat Noir, et bien cela fait référence à un détail que même les plus grands fans de One Piece, je ne pense pas qu'ils l'aient vu lors de leur première lecture de One Piece. C'est vraiment un détail caché dans une petite case et c'est vraiment agréable de voir qu'ils aient pensé à ça. Et ça, j'ai surkiffé. J'ai trouvé que c'était très agréable de pouvoir rechercher et voir à quels détails ils ont fait référence et auxquels ils ont apporté de l'importance
importance, et n'hésitez pas à me dire en commentaire le détail qui vous a le plus marqué. Dans la série live action, il y a pas mal de scènes comiques qui font référence au style cartoonesque d'Oda, et ça, c'est très malin. N'en déplaise à certains avec les derniers épisodes. Par exemple, la scène avec Nami et Luffy dans la salle des cartes de la base de la marine est vraiment drôle et amusante sans pour autant nous déconnecter de la série, et en plus, cette scène est complètement originale à la série. Ce qui est agréable aussi, c'est le fait que l'on voit la construction de l'équipage au fur et à mesure, notamment grâce à leurs interactions. Au début, leurs échanges sont assez froids, et même ils ne se considèrent pas comme un équipage, ou même une équipe. Et puis au fil des épisodes, on va voir que leurs interactions vont être plus fortes, et ils vont tisser des liens vraiment forts. Finissant la série avec la fabuleuse scène du tonneau. Le bisou d'Usopp a beaucoup fait polémique dans la série, alors que pour moi, c'est un roi, il a réussi à choper Mademoiselle Kaya. Félicitations. C'était surprenant mais cohérent, car il y avait quand même déjà un petit flirt entre les deux personnages dans le manga. Et pour les 2-3 rageux, Oda il a dit pas de romance entre les Mugiwara. Et puis, Awa Cake, il y a bien une petite romance, non? Like la vidéo si toi non plus t'as pas la ref. J'ai trouvé que c'était très couillu de tuer définitivement Mary, là où Oda, on le sait, il a du mal à tuer ses personnages. On veut du sang! En plus, cela augmente encore une fois la symbolique autour du Vogue Mary, le bateau des chapeaux de paille. D'ailleurs, Netflix, vous voyez que c'est pas compliqué de faire un personnage féminin fort, avec des problématiques liées à son corps, liées à des enjeux de femmes, et pour autant de ne pas en faire une connasse. Pour ceux qui savent pas, je parle de Quina. L'introduction de Mio. Parlons-en parce que là, c'est de la grande classe. Ils ont réussi à iconiser dans leur série un personnage déjà très apprécié et faisant partie de la mythologie de One Piece, avec un grand M. En plus, c'est fait pour régler le problème de Don Krieg, et disons-le, Don Krieg c'est pas le personnage le plus intéressant dans la série. Désolé à toi, le fan de Don Krieg au fond. Mais bien évidemment, tout n'est pas parfait, et donc j'ai passé aux défauts que j'ai trouvés dans cette série. Perso, j'ai eu des petits problèmes avec les combats. Bien que la chorégraphie soit vraiment cohérente et fidèle au manga, par exemple le Gum Gum Good Bull, par exemple le Gum Gum Coup de Boule qui bat Kuro, le Gum Gum Axe qui détruit Arlong et Arlong Park, j'ai trouvé que les coups de poing manquaient véritablement de punch. Donc j'espère que dans la saison 2, ils régleront ce problème et mettront plus d'impact dans les coups de poing. Pareil pour le fight Zoro-Mihawk, j'ai trouvé ça assez mou. C'est quand même cocasse de dire que c'est mou alors que bon, notre personnage principal il est en caoutchouc. On avait l'impression que Mihawk se bridait dans ses mouvements alors qu'il se bridait déjà avec son petit couteau. J'ai trouvé ça un petit peu bizarre, d'autant plus qu'il s'était déchaîné face à Don Krieg. Mais encore une fois, la Corée était bien respectée et fidèle au manga. Un autre point négatif que j'ai à reprocher à la série, c'est que je l'ai senti forcé d'arriver à certaines situations à cause de son scénario. Par exemple, lorsque Zoro est dans la taverne, il n'a aucune raison de déclencher une bagarre avec Hermep. Effectivement, c'est un connard, mais j'ai trouvé que la justification de la bagarre était vraiment forcée pour faire en sorte qu'on arrive à la scène du pilori. Pareil, lorsque Arlong bat Luffy au baratier, oh mon dieu, ils ont fait des changements. Il le laisse en vie et il le jette juste à la mer parce qu'il a un fruit du démon, mais il sait très bien que derrière, quelqu'un va venir le chercher. Il est pas tout seul, il est avec ses potes. Donc voilà, à certains moments, j'ai senti le scénario effectivement un peu poussé pour arriver à certaines situations. J'ai pas non plus aimé le deuxième round entre Luffy et Arlong. C'est parce que je trouve qu'on perd le sens de cette scène. Dans le manga, Luffy détruit Arlong Park et notamment la pièce où a été enchaînée Nami parce que c'est justement cette pièce-là qui représente pour elle son esclavage auprès des hommes poissons. Et là, on a l'impression que Luffy détruit Arlong Park parce que c'est le seul moyen qu'il a pour lui de détruire les rêves d'Arlong, ce qu'il a accompli, et surtout de le battre parce qu'il n'a pas trouvé d'autres moyens. On ne le sent pas en capacité de le détruire par lui-même, Arlong. Donc je trouve pas ça foufou parce que je trouve que Luffy perd en légitimité comme étant le plus grand pirate de tout East Blue à la fin de la saga East Blue. Et je trouve que le flashback de Nami n'est pas réussi, même si effectivement c'est la même chose, c'est le même scénario, la réalisation est moins bonne. D'ailleurs, dans le manga, Belle-Mère remet Arlong à sa place un court instant et elle arrive à le surprendre, et il y a quelque chose d'héroïque dans cette scène qu'on ne retrouve pas du tout dans la série. Je trouvais ça dommage. Attention, c'est pas raté. C'est juste moins bien. Pareil, la scène où Nami se poignarde le bras, j'ai trouvé qu'il manquait de terreur chez elle. On ne la sent pas véritablement à bout comme elle peut l'être dans le manga. Après, je pinaille, la scène se tient très bien et elle est fidèle à ce qu'on a connu. Je suis sûrement biaisé par les émotions que j'avais ressenties lorsque j'avais lu la scène la première fois dans le manga. Et un autre détail qui m'a vraiment là, cette fois, exaspéré par rapport au budget de la série, c'est le discours d'Arlong dans le dernier épisode. À un moment, il y a 3 cuts qui arrivent et je ne comprends pas pourquoi. On voit pourquoi le discours ne se tient pas en un seul plan. Ou alors changer les points de vue. Et le surcutage comme ça, c'était peut-être le stagiaire qui l'a fait. Ou le monteur du comptoir japonais. Attends quoi? Maintenant, on va passer au message. Le message de la série est effectivement différent de celui de la première saga, mais pour autant, il n'est pas déconnecté. On a un point de vue différent de celui d'Oda sur One Piece, donc c'est normal d'avoir un message différent. Bah ouais,
Dans le manga, au début, on nous confond la vision de Luffy sur ce qu'est un trésor par rapport aux visions des autres pirates. Souvenez-vous, Baggy, Gaimon, tu aurais pu avoir ton heure de gloire, Gaimon. Mais le sort en a été autrement. De même, le baratier, c'est le trésor de Zeph, et il nous le fait bien comprendre. L'idée de trésor est donc une thématique omniprésente dans la première saga du manga. Là, dans cette première saison, avec l'évolution du personnage d'Hermep et de Kobe et des adversaires de Luffy, on cherche à savoir ce qu'est un pirate et un équipage pirate. Et dans ce live action, on peut en voir différentes caractéristiques. Est-ce la cruauté avec Baggy? Est-ce la sournoiserie et la fourberie avec Kuro? Ou est-ce la peur qu'il représente avec le personnage d'Arlong? Eh bien, aucun des trois, puisque c'est notre personnage principal, Luffy, qui nous donne la réponse. Luffy est depuis le début vu comme un personnage libre et qui défend ses convictions, comme dans le manga. Netflix n'étant pas passé à côté, c'est ça qui fait de cette saison 1 une bonne adaptation. Le live action de One Piece est donc une réussite, on passe un très bon moment devant, sans que ce soit trop long, et je vous invite vraiment à aller le voir. Ça peut être une très bonne porte d'entrée pour découvrir l'univers de One Piece et plonger dedans avant de lire le manga de base. C'est pour les 2 derniers irréductibles qui seraient encore un petit peu réticents. Ou même découvrir les mangas en général. En tout cas, Netflix, merci pour le boulot. Merci à toi. Merci beaucoup pour votre visite au comptoir japonais. On reviendra très vite avec des stocks pleins, ne vous inquiétez pas. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et le plus important, l'abonnement. On est en live aussi sur Twitch tous les jeudis à 21h pour parler de manga, etc. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez surtout pas non plus. En attendant, moi il ne me reste plus qu'à vous dire d'être curieux, de lire des mangas, et surtout, sayonara!